Lazare, Terry Anderson n'est plus un otage. Ses ravisseurs l'ont laissé partir ce matin. Il n'est pas pour autant libre. Son transfert à Damas subit quelques retards. L'explication officielle, il serait bloqué par la neige. Sa libération, c'est en tout cas un symbole. Terry Anderson était le doyen des otages détenus à Beyrouth. Enlevé en 85, il a passé près de 7 ans dans les geôles du djihad islamique. On l'attend d'une minute à l'autre dans la capitale syrienne. Correspondance de notre envoyé spécial à Beyrouth, Jean-Claude Perfer. À Damas, la petite Salomé, en compagnie de sa mère, attend toujours son père, Terry Anderson, qu'elle n'a jamais vu, puisqu'elle est née 6 mois après l'enlèvement du journaliste. Officiellement, à Damas, on explique le retard de l'arrivée de Terry Anderson par les conditions difficiles de circulation. Il pleut et il neige même sur les montagnes libanaises. En fait, il apparaît que les autorités syriennes n'ont pas apprécié l'annonce de la libération du journaliste américain par Téhéran. Et surtout, par le fait que le djihad islamique n'avait diffusé aucun communiqué annonçant la libération. Communiqué constituant la preuve que Terry Anderson était bien entre les mains de l'organisation pro-iranienne et non dans celle d'une faction favorable à Damas. C'est après des contacts entre Téhéran et le gouvernement syrien que le djihad islamique a diffusé dans l'après-midi un communiqué accompagné d'une cassette précisant même que la libération d'Anderson n'était pas liée dans le temps à celle des prisonniers détenus en Israël. Il est vraisemblable qu'après la mise au point de cette répartition des rôles, Terry Anderson sera remis à l'ambassadeur américain à Damas dans les minutes ou les heures qui viennent. Jean-Claude Perper, FR3 Beyrouth. La libération de Terry Anderson marque la fin d'une page terrible de l'histoire récente du Proche-Orient. Ces événements prouvent surtout le changement d'attitude de l'Iran et de la Syrie, deux pays en quête de respectabilité depuis la guerre du Golfe. Les otages dans ce processus étaient devenus plus encombrants qu'utiles, surtout vis-à-vis des États-Unis. Joël Lazare. Libération en chaîne d'otages américains sous le portrait d'Hafez el-Assad, la Syrie ne pouvait rêver meilleur rôle pour démontrer son autorité dans la région. Ces libérations tombent à point nommé au moment crucial où la Syrie s'engage dans des négociations directes avec Israël sous l'impulsion de Washington. L'axe Damas-Téhéran aura joué tout au long de cette affaire et jusqu'au dénouement. Pour l'Iran de Rafsanjani, il s'agit de même de démontrer aujourd'hui à l'Occident sa capacité à mettre un terme au désordre de sa révolution, afin de toucher les dividendes de son évolution. Maître d'œuvre des enlèvements d'otages occidentaux, l'Iran se veut désormais l'artisan de leur libération. Dans ces conditions, le djihad islamique, courroie de transmission de Téhéran au Liban, n'a plus de raison d'être. En libérant Anderson, le djihad a précisé qu'il ne liait plus le sort des otages à celui des prisonniers arabes dans le monde. Autrement dit, le djihad s'éclipse. Reste la question des 2 Allemands aux mains d'un clan Hezbollah. Ils sont la monnaie d'échange contre ces 2 frères amadés détenus pour terrorisme en Allemagne. La libération prochaine et sans contrepartie des 2 Allemands serait la preuve que le terrorisme pro-iranien est en voie de disparition. Un dernier gage qui ferait bien l'affaire de Damas et de Téhéran. Le sommet de Maastricht ne sera pas un échec pour l'Europe. On le sait déjà 5 jours avant l'ouverture des débats. Si l'union politique paraît bien difficile à construire, l'union monétaire aura lieu avant l'an 2000. La décision a été prise à Bruxelles hier soir. L'écu va donc remplacer nos monnaies nationales. Claude Guénaud, Joseph Stual. À Douai, cette semaine, on a pris de l'avance sur l'histoire. On paye les commerçants en écus. Mais jusqu'à dimanche, une opération ponctuelle et symbolique dans le cadre du Téléthon. Mais en l'an 2000, ce ne sera plus un jeu. Les francs, les marques, les florins auront définitivement disparu des porte-monnaies. D'ici 5 à 10 ans maximum, toutes les monnaies européennes vont disparaître, vont être remplacées par une monnaie unique européenne qui s'appellera l'écu, qui existe déjà, qui sera gérée par une banque centrale européenne et qui s'appliquera et qui sera utilisée dans tous les pays européens. La valeur de l'écu est calculée en fonction du poids économique de chaque monnaie. Il vaut environ 7 francs, 2 Deutschmark ou 0,70 livres. Son usage est à l'heure actuelle essentiellement limité aux emprunts internationaux. Devenu monnaie unique, il facilitera la vie des consommateurs et des touristes. Mais surtout, l'écu permettra aux entreprises de réaliser des économies. Aujourd'hui, par exemple, j'achète du caoutchouc, c'est en dollars. J'achète des produits dérivés du pétrole, c'est en dollars. Ça veut dire que la politique économique suivie par les États-Unis influence mes coûts. Donc quand je fais des prix fixes à Daimler-Benz pour 3 ans en Allemagne, je me dis, que fera le dollar? Il y a une incertitude. Demain, l'écu devient la première monnaie mondiale, j'achèterai mon pétrole en écu, je vendrai à Daimler-Benz en écu, j'aurai des certitudes.
L'union économique et monétaire ne se résume pas à un simple changement de billet. Elle implique la création d'une banque centrale et l'harmonisation des politiques économiques. Les pays membres devront marcher au même pas, ce qui est déjà le cas dans le domaine monétaire. Le fait que nous aurons une monnaie commune, qui sera gérée par une banque centrale commune, veut dire que nous ne dépendrons plus de décisions qui seront prises ailleurs, par exemple à Francfort par la Bundesbank, mais sera prise par un organisme collégial, un organisme européen, où la France sera représentée. Ainsi, après la suppression des frontières dans un an, le passage à la monnaie unique vers l'an 2000 touche un point délicat, la souveraineté nationale. En effet, en échange d'une devise forte européenne, les différents États acceptent de renoncer au contrôle des principaux leviers de commande de leur économie. Cet accord monétaire est bien sûr une grande avancée pour l'Europe, mais pour y arriver, il a fallu contourner les Britanniques, toujours réticents à une monnaie unique. L'accord n'a pas été facile à élaborer, donc, et cela présage bien des difficultés que les 12 devront affronter à Maastricht pour trouver un terrain d'entente général. De Bruxelles, François Poulet-Matisse. Personne ne pensait hier à Bruxelles qu'un accord pourrait être trouvé sur l'écu avant Maastricht. C'est fait, ou pratiquement. Et cela malgré l'opposition britannique. Perplexité des journalistes devant les modalités de l'accord. Avec ça, t'as un papier. Attends, mais après, regarde le truc sur le... Je vais ouvrir ça. Paris propose en cas de désaccord, non? Oui, non, mais là, ça va pas, parce que tu mets deux choses en balance qui ne sont pas équivalentes. En fait, faute de pouvoir créer l'écu en 97 avec l'accord de tous, on le créera 2 ans plus tard à 2 ou 3 pays, laissant aux autres le temps de rejoindre les premiers. L'artisan de l'accord, le voici, Philippe Mestat, ministre belge de l'économie et des finances. On lui doit cette proposition de bon sens. Personne n'est tenu d'adopter l'écu, mais personne ne peut s'y opposer. On essaie de concilier ce souci de réunir les conditions économiques de réussite avec la volonté de maintenir le caractère communautaire, européen de l'entreprise. Et donc il faut faire en sorte d'associer le maximum d'États membres au processus de décision pour le passage à la 3e phase. Une fois que le traité aura été ratifié par les États membres, l'engagement d'arriver à la monnaie unique sera irréversible. Satisfaction évidente pour la France qui sait qu'une monnaie unique irréversible pour 11 pays s'imposera tôt ou tard aux 12. Le sommet de Maastricht toujours, mais avec des consultations franco-françaises. François Mitterrand recevra depuis hier les principaux leaders politiques à l'Élysée. Le chef de l'État s'est entretenu aujourd'hui avec Jean Le Canuet et Jean-François Poncet, 2 fervents défenseurs de l'Europe. Mais l'Europe doit aussi faire face à ses anciens démons. Depuis quelques semaines, les manifestations et groupuscules d'extrême droite se multiplient en Allemagne. Plus de 600 agressions racistes ont ainsi eu lieu depuis janvier. Les raisons sont connues. Une réunification difficile qui entraîne une crise économique. Ville symbole de ce malaise, Berlin. Reportage sur place de Caroline Sins et Joseph Tual. Porte de Brandebourg, symbole de l'unité allemande retrouvée. Un marché s'est installé sur cette place à la jonction de Berlin-Est et Ouest. On y brade les anciens symboles du communisme, tout ce que les soldats soviétiques ont vendu avant de quitter l'ex-RDA. Les marchands sont les nouveaux chômeurs de l'Allemagne unifiée, des Turcs licenciés après plusieurs années de travail, première cible du racisme et des activistes d'extrême droite. Les étrangers vont tous devoir partir. Ils seront jetés dehors. Ce qui s'est passé ici avec les Juifs risque de se reproduire avec nous. Et nous avons peur. Sur les murs de Berlin-Est, opposants et partisans de l'extrême droite s'affrontent. Depuis la réunification, la criminalité a augmenté de 30%. Berlin est devenu la principale scène du racisme, le nouveau mode d'expression d'une partie de la jeunesse allemande. Ces jeunes d'extrême droite existent depuis les années 80 dans l'ex-RDA. C'est un phénomène engendré par l'économie et le système policier. Et être nationaliste, c'est aujourd'hui encore s'opposer à l'ancien régime. Berlin-Est est un autre monde, une succession d'immeubles sinistres, de rues inhumaines. C'est là que les extrémistes se cachent par peur d'une récente répression policière. Citoyens de seconde zone, ils détestent les Voices, surnom donné à ceux de l'Ouest. Ce journal de gauche a été le premier et l'un des rares à s'opposer à cette violence. Mais le constat est pessimiste. Depuis la réunification, ça va mal, vraiment très mal pour beaucoup de gens. Ils n'ont pas de travail, ils doivent quitter leurs appartements, touchent très peu d'aide sociale. Les gens sont déboussolés, ils ont perdu un bout d'identité.
Des policiers en faction 24 heures sur 24. Ils protègent le siège de la communauté juive allemande, construit sur les ruines de la synagogue brûlée en 1938 par les nazis. Les lettres de menaces sont de plus en plus nombreuses, la peur ressurgit. Nous, l'ancienne génération qui avons vécu les pogroms de 1938, nous avons vu où pouvait mener le silence de la population. Nous sommes inquiets et nous attendons une réaction. Silence d'une majorité de la population, réaction mitigée et tardive de la classe politique. Berlin, à l'image de l'Allemagne, reste divisé. Le mur n'est pas seulement un vestige, mais une cicatrice difficile à oublier. Après 5 jours d'incertitude et de violence, c'est l'apaisement au Togo. Les putschistes ont en effet évacué les locaux de la radio qu'ils investissaient depuis la tentative de coup d'État et un gouvernement d'union nationale va être formé. Mais la France a décidé de prendre ses distances avec le régime de Lomé. La coopération militaire sera reconsidérée. Hélène Frandon. Pierre Jox au Bénin, cette visite était prévue de longue date, mais elle lui aura permis de rencontrer les 300 militaires français postés à la frontière bénino-togolaise. Une frontière franchie dans le calme par quelques Togolais venus se réfugier provisoirement au Bénin. Nous sommes plus ou moins coupés de toute information au niveau de Lomé. Pour l'instant, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec la police togolaise. À l'occasion de cette visite, Pierre Jox annonçait que la coopération militaire avec le Togo serait reconsidérée, au moment même où la France se voit accusée de passivité. L'attitude de la France face à ce problème, je dois dire, a beaucoup déconcerté les démocrates. Ils ne croient pas, ils ne savent pas ce que la France attend d'eux. Il n'est pas nécessaire à la France même d'envoyer des troupes au Togo. Une déclaration claire, un message très clair à Eyadema et à ses militaires serait suffisante. À Lomé, le calme semble revenu. Les rues ont retrouvé leur animation, même si de nombreux commerces restent fermés. Les militaires putschistes ont reçu l'ordre de rejoindre leur caserne, mais la confusion politique est totale. Le Premier ministre, Joseph Kosigo, qui s'est rendu hier aux putschistes, tente de former un gouvernement provisoire en accord avec le président Eyadema. Mais plus personne aujourd'hui ne sait vraiment qui gouverne. La Paname, c'est fini. La célèbre compagnie aérienne a subi une faillite retentissante. Elle suspend aujourd'hui tous ses vols. Aucun investisseur ne lui fait plus confiance. Bye bye Paname, Bernard Ségara. Paname est mort d'avoir perdu son réseau vendant ses plus belles lignes les unes après les autres pour couvrir ses dettes. Le porte-drapeau des transporteurs américains, le pionnier depuis 1927 avec ses avions Flipper, ses Boeing et ses 707, ses Jumbo et ses Airbus, avait dû déposer son bilan en janvier dernier en raison d'un passif exorbitant de plus de 2,5 milliards de dollars. Faute de liquidité, Paname a d'abord vendu ses lignes ultra rentables du Pacifique il y a 6 ans, puis l'attentat de Lockerbie en Écosse et surtout la guerre du Golfe lui porte un coup fatal. Il faut encore vendre les lignes au départ de Berlin et de Londres, mais en vain, elle dépose son bilan. Un repreneur s'était pourtant manifesté, Delta Airlines s'était en effet proposé de racheter la compagnie, plus de 8 milliards de francs et de reprendre 6 500 de ses 17 000 employés. Finalement, elle vient de renoncer. La ligne prestigieuse sur laquelle volaient les rois et les stars n'a pas survécu à la concurrence et à la mauvaise gestion. Triste fin. En France, c'est un coup dur pour le gouvernement. Édith Cresson est obligée de faire marche arrière sur le projet de loi d'indemnisation des hémophiles contaminés par le sida après un tollé à l'Assemblée. L'opposition était contre le prélèvement sur les assurances. Les députés PS ont décidé de ne pas le voter. Le Premier ministre devra revoir sa copie. Les assurés ne s'en plaindront pas. Daniel Sportiello, Joseph Tual. Poll tax pour les uns, taxe aveugle, frappant sans discernement pour les autres. Les députés n'ont pas de mots assez durs pour rejeter le principe retenu par le gouvernement d'un prélèvement sur les assurances pour financer l'indemnisation des transfusés contaminés. Et les députés socialistes, ce n'est plus une nouveauté, ne sont pas les derniers à monter au créneau. Il y a un refus de ce mode d'indemnisation très amical, mais très ferme. On avait pensé aux assurances. Les assurances nous ont peut-être conduit un peu vite à penser aux assurés seulement. Je pense qu'on peut trouver d'autres formules dans un pays développé comme la France. Il faut dire que depuis l'adoption du projet de loi en Conseil des ministres la semaine dernière, les députés socialistes ont eu le temps de prendre le pouls de leurs électeurs qui sont aussi des assurés dans leur circonscription. D'où cette mise en garde. Nous efforçons d'éviter que le gouvernement commette une erreur.
Après le coup de semonce des socialistes, l'indignation de la droite, qui n'exclut pas d'ailleurs de déposer une motion de censure. Il serait scandaleux qu'on demande aux Français, en tant qu'assurés ou en tant que contribuables, de payer les fautes des responsables politiques de l'époque. Face à cette hostilité, Édith Cresson fait ce soir marche arrière. Les assurés ne paieront plus, mais les compagnies d'assurance, en revanche, seront toujours mises à contribution, tout comme l'État, qui participera via son budget à l'effort de solidarité. Fronde au PS donc, fronde aussi au PC. Les refondateurs contestent toujours la ligne définie par le secrétaire général. Dans le même temps, Georges Marchais conforte sa position au sein du bureau politique. Plusieurs remaniements sont en effet organisés, mais cela, on n'en parle pas au comité central. Véronique Gorel, Jean-Jacques Ledeuil, Christos Camilieris. On se parle, on s'écoute. Le nouveau slogan du PC vaut pour ses militants, pas forcément pour ses dirigeants. Exemple, ce comité central. Pas de débat quand Georges Marchais décide de changements au sommet de la direction. Roland Leroy, directeur de l'Humanité, désormais épaulé par Pierre Zarka, un fidèle du secrétaire général. Maxime Grémette, chargé des relations internationales, remplacé par Francis Wurtz, fidèle entre les fidèles. En ces temps de contestation, Georges Marchais verrouille en coulisses. Pas de débat non plus sur l'Europe. À quelques jours du sommet de Maastricht, le contestataire Philippe Herzog critique la position de refus de son parti. Il est déclaré hors sujet par la direction. Elle n'a pas encore compris qu'il faut construire une communauté européenne et qu'on attend des communistes qu'ils y viennent avec des idées, des propositions, qu'ils fassent un travail politique pour les faire avancer. Je suis déterminé à pousser le débat et la confrontation, y compris avec des critiques sévères quand c'est nécessaire, sur tous ces enjeux. Je considère que ça n'est pas porter tort au communisme et aux communistes, au contraire, c'est leur servir. Pas écouté, pas entendu, Philippe Herzog. À ce comité central, la direction ne voulait parler qu'élection, pour s'en réjouir. Le redressement du PC est en vue, mobilisation générale pour attirer les abstentionnistes et tous les mécontents. Sur ce sujet, la direction ne tarit pas. Les partis politiques et les fausses factures avec la reprise des audiences dans l'affaire de la Sormae. L'inculpé principal était entendu aujourd'hui au tribunal. On attendait des révélations, mais le témoignage de Gérard Monat n'a rien apporté de nouveau. Albert Ripamonti et Philippe Basquin. Fiche Bristol en main, Gérard Monat avait mûrement préparé son intervention. Elle fut sans surprise. Bien sûr, il reconnaît, mais comment pouvait-il faire autrement, les liens étroits qui unissaient Urba et le Parti socialiste. Un parti, explique-t-il, a des besoins, de gros besoins même, et les cotisations des militants ne suffisent pas. Alors, il a fallu trouver un moyen de drainer des recettes complémentaires. Ce moyen, c'était Urba. Puis, Gérard Monat martèle ses vérités. Je tiens à dire et à répéter, Urba n'était pas une pompe à fric pour le PS. Nous travaillons au grand jour. Raquettes, trafic d'influence, tout cela est faux, absolument faux. Des factures fictives, jamais. Nous apportions un plus, une assistance réelle aux entreprises que nous parrainions. Nous étions des gens sérieux. Rien. De cette déposition, il n'est rien sorti que nous ne savions déjà. Une certitude, Gérard Monat ne s'est pas enrichi personnellement, c'est un militant. Et il assume devant le tribunal correctionnel des responsabilités de tout un système, des responsabilités assurément trop lourdes pour un seul homme. Élection très controversée à l'université de Lille 3 où se présente une liste d'extrême droite, le renouveau étudiant. Tête de liste, un skinhead de 24 ans, condamné au mois de juin pour avoir assisté sans broncher au meurtre d'un clochard lillois. Marie-Noël Chade, Arnaud Mansur. La liste du renouveau étudiant affiche clairement la couleur, symbolique nazie et idéologie sous-jacente dans une profession de foi qui porte par ailleurs la même boîte postale que le mouvement d'extrême droite 3e voie, en être regain d'activisme surtout à l'UFR d'histoire. Tête de liste, Arnaud Patin, inscrit en maîtrise, connu pour avoir été condamné en particulier dans l'affaire du meurtre d'un clochard à Lille en octobre 88. Leur profession de foi, elle tombe sous le coup de la loi antiraciste de 72. Quand dans un tract on voit nos universités deviennent les dépotoirs du tiers-monde, à mon avis c'est clair. Et c'est inadmissible que l'université ait distribué un tract pareil dans les murs de la fac. Face au problème, l'administration a saisi la commission académique de contrôle des opérations électorales et demandé à tous les candidats un extrait de casier judiciaire. Démarche également auprès du procureur de la République. Résultat, l'intéressé tombe bien sous le coup de l'article L5 du Code électoral. Il est inéligible et ne peut donc siéger.
La liste avait par ailleurs été mise en demeure de retirer les affiches placardées sur tous les murs de la fac. L'université vient donc de porter plainte pour affichage illicite. Toujours aucune nouvelle du petit Hervé. L'enquête sur sa disparition piétine. La trace du jeune autiste se perd en Belgique où il aurait été conduit par un automobiliste. Enquête à Lille de Didier Cany. L'indice qui aurait pu mettre les enquêteurs sur les traces du petit Hervé. Cette chaussure, retrouvée hier en fin d'après-midi près d'un bassin de décantation à Kévy en Belgique. Chaussure montrée aux parents, reconnue par le père mais que la mère n'a pas identifiée. C'était toute blanche, sauf qu'il avait à ses pieds. Menés par les gendarmeries ou les bénévoles des deux côtés de la frontière, les battus n'ont pas cessé depuis vendredi, toujours sans résultat. Aujourd'hui, en dépit de l'allègement du dispositif, de nombreux volontaires sont restés mobilisés. Ce soir, à la mairie de Villers, on enregistrait toujours de nombreux appels téléphoniques, pas un qui ne puisse être pris au sérieux. Il y a notre, je ne sais pas combien de radiesthésistes et de médiums. Nous, des doigts, il y en a tout plein. Des chaussures, on nous a amené, je ne vais pas dire tout plein, mais enfin bref, il nous faut des choses précises, etc. À l'heure actuelle, là maintenant, mercredi à cette heure-ci, on a vraiment aucun indice sérieux. La gendarmerie a annoncé il y a quelques minutes qu'elle reprendra demain une battue systématique des environs de Villers. 250 hommes, belges et français, seront mobilisés. L'ultime espoir auquel se raccroche ce soir une famille et tout un village. FR3 et Antenne 2, d'ores et déjà médaille d'or des Jeux Olympiques. Les deux chaînes assureront 130 heures de retransmission pendant les Jeux. C'est notre PDG commun Hervé Bourges qui l'a annoncé aujourd'hui. 200 personnes seront mobilisées pour cet événement sur les deux chaînes publiques. 10 heures d'antenne seront prévues chaque jour entre le 8 et le 22 février. Gargantua au théâtre avec un spectacle gourmand, paillard et haut en couleur. C'est à la Maison des Arts de Créteil avec l'acteur fétiche de Léos Carax, Denis Lavant. Le spectacle s'intitule Les guerres picrocolines. Dominique Poncet, Georges Minangua. Plein les oreilles et plein les yeux. Ils n'ont pas lésiné sur les effets tous ceux qui ont monté et jouent ces guerres picrocolines inspirées par Rabelais. Bagarres, banquets, scènes de pillage et prises de château fort, tout est placé sous le signe de la truculence et de l'énormité. Normal, quand les héros de cette saga débridée s'appellent Picrocole et Gargantua. Gargantua, qui est interprété ici par un tandem de comédiens. Sans lui, je fais quand même assez demi-portion pour un Gargantua. Donc je lui rends hommage, puis en plus il m'offre le plus grand rôle que j'aurai jamais de ma vie, alors j'en profite. Quel plaisir de serrer son fils sur son cœur. Me voilà, le divin. Face au gentil et gigantesque Gargantua, donc, le méchant et minuscule Picrocole. Sous les traits de ce seigneur Fénelon se cache un comédien hilar, Denis Lavant. Ah non. Ah si, c'est-à-dire il y a une progression quoi en fait dans ce personnage. C'est tout le monde qui peut devenir ça. C'est pas foncièrement un personnage méchant. On joue tous plusieurs personnages, ouais, parce que il faut, comme c'est des guerres picrocolines, il faut qu'il y ait des soldats, quoi. Des soldats qui se battent, quoi. Donc on fait tous des cascades, quoi, des combats. Ce qui est difficile, c'est entre les cascades de reprendre, d'avoir le souffle pour à la fois bastonner et puis dire un texte de façon intelligible, puis d'être dedans, quoi, dans ce qu'on dit aussi. Réécrites en alexandrin et montées façon BD, ces guerres picrocolines sont évidemment d'un humour et d'un souffle ravageur. Rabelais, c'est sûr, les aurait aimés. Une dépêche en urgence nous apprend à l'instant que Terry Anderson est attendu à 21h à Damas. Vous pourrez donc voir les premières images et ses premières déclarations dans Soir 3, à 22h35, présenté par Marc Hautement. Dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touret. À demain 19h. Bonsoir.